Ouais, donc nous sommes à moins de 24 heures de la fin de cet ultimatum. Alors la phrase est très bizarre, hein, attention, je vous préviens, cet ultimatum publié par Donald Trump, président des États-Unis, sur Truth Social. C'est-à-dire que maintenant, on utilise, hein, on n'en parle pas assez de ce C'est problème-là, vrai. Truth Social, plateforme privée suivie par une poignée, quelques millions, vraiment pas plus, hein. Là, d'ailleurs, on voit en termes de chiffres à quoi ça correspond. Donc, on utilise une plateforme privée pour menacer un pays d'une complète destruction, de venir impacter sa population. Et en plus, mine de rien, on va garder ça en tête parce qu'un jour, il y aura, j'en suis convaincu, une forme de justice. Le fait qu'on on met en avant ce qui est considéré un crime de guerre, de venir s'attaquer à l'infrastructure électrique d'un pays en disant voilà, on va complètement la détruire, en commençant par le plus grand en premier. Évidemment, on pense que Donald Trump met en avant soit, parce que c'est pas forcément clair, soit l'île de Karg, soit le fameux champ de South Pars, qui avait été déjà attaqué il y a quelques jours par Israël. Apparemment, c'était un message envoyé aux Iraniens pour leur dire regardez, nous sommes sérieux. Et donc là, nous sommes dans la position où Trump dit ben voilà, vous avez 48 heures, donc c'était hier, pour ouvrir complètement le détroit de Hormuz sans aucune menace et sans aucune compensation, parce que sinon, on va détruire votre pays. Alors évidemment, ce post a été écrit et posté par Donald Trump quelques heures après la fin de notre émission d'hier, notre première partie. Et dans cette première partie, on a beaucoup parlé de Robert Pape, donc cet historien américain, qui expliquait qu'on était à la fin de l'étape 2 de la guerre, qui était le dérèglement, disruption. Le premier, c'était les frappes. On augmente dans ce piège, on monte l'échelle de l'escalade vers le piège de l'escalade. Le numéro 2, c'était disruption, c'est ce qu'on vit, hein, ce dérèglement depuis presque 2 semaines avec les impacts sur les marchés. Il disait le problème, c'est que nous sommes plus proches que jamais du début de la phase 3, qui est une phase qui va durer longtemps et dont les conséquences ne se mesurent plus en jours, ne se mesurent plus en semaines, ne se mesurent plus en mois, mais en plusieurs années, qui est celle de la destruction. Lorsque vous lisez les menaces de Donald Trump, et on va voir dans quelques secondes les réponses du côté iranien, c'est l'entrée officielle. Je pense que Thomas, je ne sais pas si tu nous as montré, je ne regardais pas l'écran, si on a les extraits de Pape, justement, non, en dessous, Pape, là, vas-y, c'est les anciens numéros de l'émission d'hier, j'ai pas eu le temps de changer, désolé. Donc, regardez, et où il expliquait, et encore une fois, il avait raison, en expliquant qu'on passe de disruption à damage, et donc que c'est là on rentre dans une étape qui va avoir des conséquences extrêmement importantes sur l'ensemble des marchés. On va y revenir. Et donc, en plus de ça, vous voyez qu'il écrivait. Donc, c'est ce qu'on vous a présenté hier. Et quand je vous ai présenté ça hier, je vous ai dit j'espère me tromper dans l'angle de l'émission. Mais malheureusement, je pense que ce n'est pas le cas. Et le message de Trump, Israël, il y a quelques heures, qui annonce se solidariser avec l'ultimatum de Trump, fait croire que malheureusement, hier, on avait raison. Et il expliquait que du coup, l'Iran, de son côté, ne ferait pas marche arrière par rapport à ça et choisira pour des tas de raisons, parce que leur but, c'est existentiel pour eux. C'est de dire on choisira une réponse, on va répondre à l'escalade par l'escalade. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire de complètement dérégler non seulement tout le Moyen-Orient, avec des dégâts qui vont se mesurer en dizaines d'années, en centaines de milliards de dollars,
mais surtout et également qui va avoir un impact sur nos quotidiens. Et quand je dis nos quotidiens, je parle aussi évidemment des vôtres, dont on mesure mal. Et par exemple, cette idée, on va voir ce tweet qui a été publié par Pape aujourd'hui, qui est aussi extrêmement intéressant, cette idée de s'attaquer, de détruire l'infrastructure électrique, le power grid de l'Iran. Pape, il explique que il n'y a aucune référence historique. Ça a jamais, c'est le genre de choses qui ont été déjà tentées, mais ça n'a jamais entraîné parce que c'est un des paris que fait Donald Trump et que font Israël en disant que du coup, plus les conditions de vie des Israéliens vont être misérables, parce qu'ils n'auront plus de quoi se chauffer, plus de quoi s'éclairer, plus de quoi avoir des hôpitaux qui fonctionnent, plus leur vie sera misérable. D'un certain côté, c'est aussi une réécriture d'une stratégie utilisée à Gaza. L'idée, c'est de se dire, les habitants vont se révolter contre leur gouvernement parce que ça sera eux les fautifs, ils ne peuvent pas aller frapper les Américains, ils ne peuvent pas aller frapper les Israéliens. Donc, dans notre logique, vue des États-Unis, vue de Washington ou vue de Jérusalem, dans notre logique, c'est que ces gens-là vont se retourner contre leur gouvernement. Et non seulement ce n'est pas la mentalité, on en a beaucoup parlé hier, de l'Iran, mais au-delà de ça, Pape dit que ça ne s'est jamais passé dans l'histoire moderne. Ce n'a jamais été le cas. De la souffrance d'une population entraîne cette population non pas à se solidariser du gouvernement contre l'agresseur, parce que c'est ce qui va se passer, mais de se dire non, on va attaquer notre gouvernement parce qu'il n'a pas répondu comment il fallait à l'agresseur. Ce qui compte, c'est qui a détruit la structure, qui a lancé les bombes, et évidemment, ça sera Israël et ça sera les États-Unis. Et oui, une fois de plus, ce sont les peuples qui vont souffrir. C'est fou comment on pourrait faire une émission tous les jours en prenant les messages, la stratégie de Trump et avoir ce contexte historique présenté encore une fois, par Professor Pape, en voyant qu'en fait, on va droit dans le mur. On va droit dans le mur, et c'est vraiment la réaction, la direction qui semble avoir été choisie. Et soyons clairs, la réponse, parce qu'on a les différentes réponses de l'Iran, vont parfaitement dans tout ce qu'on vous a dit hier et ce qu'on vous dit ici depuis des jours. On va voir cette réponse qui a été publiée sur Twitter par le chef du Parlement iranien. Donc évidemment, je vous ai mis une traduction française au-dessus en disant, voilà, vous allez récolter ce que l'on sème, parce que si vous ciblez nos centrales électriques et les infrastructures de notre pays, nous, on fera pareil avec les infrastructures énergétiques critiques et pétrolières critiques. Ça veut dire quoi? Ce sont ces fameux centres de désalinisation dont nous parlait Yann, Carte du Monde, dans notre émission il y a, je crois que c'était jeudi, qui sont essentiels pour faire vivre ces pays du Golfe. Et donc, du côté de l'Iran, on dit on va détruire tout ça. Vous venez détruire notre structure, on va détruire la structure. On n'est pas dans le sens où on va accepter l'ultimatum. Et d'ailleurs, on va voir que l'agence de presse officielle iranienne a publié une carte justement des futurs... Vas-y, c'est en dessous. Voilà, parfait, excuse-moi. Des cibles qu'ils viseraient en réponse à ce qu'on vienne détruire leur structure. Donc vous voyez, vous avez entre autres tout ce qui est au niveau de Ras Laffan, qui a déjà été touché une fois, et qui est ce plus grand champ de gaz liquéfaire qui est essentiel à nos économies. On va en reparler tout à l'heure, mais au-delà du gaz, au-delà du pétrole, au-delà du gaz, il faut savoir que Ras Laffan est un des premiers producteurs mondiaux d'hélium,
qui est produit avec le traitement du gaz. Et l'hélium, aujourd'hui, c'est une nécessité absolue pour faire les fameuses puces utilisées en termes d'intelligence artificielle. On en parlait hier soir, Cody, et tu me disais quoi par rapport à l'économie américaine ? L'économie américaine en ce moment, quand on pense à la bourse et tout ça, c'est que l'intelligence artificielle, c'est ces mêmes énormes boîtes qui mettent l'argent les unes dans l'autre sur l'intelligence artificielle. Donc si on arrête ça, on arrête l'économie américaine qui va déjà très très mal. Et donc, au-delà de tout ça, au-delà de cet avis-là, vous avez Reuters qui confirme, c'était il y a 1 heure avant le début de l'émission, lorsqu'on on venait de passer la barre des 30 heures avant la fin de l'ultimatum de Donald Trump, vous aviez Reuters qui expliquait que, du coup, les Iraniens préviennent que si Trump met à exécution son ultimatum, ils fermeront complètement le détroit de Hormuz. Ça veut dire quoi, fermer complètement le détroit de Hormuz ? Ça veut dire faire ce que pour l'instant n'a pas été encore vraiment fait, c'est l'utilisation de mines. Et donc ça veut dire que tant qu'il n'y avait pas de mines de manière extrêmement importante dans le détroit de Hormuz, l'idée c'était de se dire, ok, si on arrive à trouver une sortie de crise et un accord, le trafic pétrolier pourra reprendre. Certes, il manquera 20 jours ou 30 jours de barils qui n'ont pas été livrés, mais les dégâts seront limités. Par contre, la seule manière aujourd'hui de fermer complètement le détroit de Hormuz, c'est empêcher le passage de bateaux. Et comment on le fait ? On lance des mines. Et là, on rentre dans cette fameuse phase 3 décrite par Pape, c'est-à-dire qu'il devient virtuellement impraticable. Et c'est là qu'il va venir falloir, et au-delà des Américains, on reviendra sur ce sujet des démineurs américains, parce que vous le verrez, Donald Trump, il y a quelques mois, a pris une décision par rapport aux démineurs américains. Ce n'est pas pour rien qu'il les demande d'ailleurs, vous verrez. Donc, résultat, on en est là. On est dans cette troisième phase décrite par Pape. C'est d'ailleurs ce que dit c'est ce que dit, je vous en ai déjà parlé, Dan Shapiro. Dan Shapiro, c'est l'ancien ambassadeur américain qui s'est occupé de CENTCOM, etc., ancien ambassadeur américain en Israël. Et il dit, ouais, en plus de ça, et évidemment, la réponse est allée dans ce sens-là. En plus de ça, ça veut dire que tous les autres pays du Golfe vont devenir des cibles contre les Iraniens. En gros, on a cette carte, Thomas, justement, déjà des 39 raffineries qui ont été plus ou moins touchées jusqu'au 19 mars. Donc, c'est le genre de carte qui va évoluer de manière extrêmement importante. Du côté des journalistes sur place, on va voir du côté de la BBC, par exemple, on est très très clair. On sait que tout ça, c'est prévu. Regardez c'est un journaliste correspondant de BBC, Shavash Ardalam, qui dit « L'Iran n'ouvrira pas le détroit d'Ormuz dans 48 heures. Les États-Unis bombarderont les centrales électriques iraniennes. L'Iran détruira les centrales électriques de la région. Au final, des millions d'innocents se retrouveront sans eau ni électricité et le détroit restera fermé. Jusqu'où peut aller l'ambition et l'égoïsme humain ?» C'est rare des conclusions comme ça d'un journaliste sur place, mais qui comprend. C'est comme si on était tous, et vous avec nous, au bord de la route en train de regarder un accident au ralenti. C'est exactement ça. En plus, on a l'impression de connaître la seule stratégie de Trump. Sa seule manière d'avancer, c'est de faire ses menaces et de dire « Ok, je continue à frapper et cliquer sur le bouton et on va voir ce qui se passe cette fois-ci ». Et je ne vois pas pourquoi il croit qu'il y a quelque chose de la réponse iranienne qui va changer à chaque fois qu'il fait ses menaces. On voit le même cycle, mais juste de plus en plus dangereux. Et c'est inquiétant de se dire, OK, à quel moment est-ce que
Et c'est quel côté qui pourra à quel moment dire d'accord, on arrête ce cycle dangereux avant que ça devienne quelque chose hors contrôle. Non, ça va être. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Oui, c'est complètement fou. Plus, Et soyons clairs, ce genre de choses auront des conséquences, comme tu l'as dit, sur d'autres pays qui vont devoir se décider à ce moment-là, est-ce qu'on s'implique ouais, de plus? Je parle là des pays qui sont en face. Si Qatar se fait frapper, évidemment, ils vont devoir ouais, ouais, dire qu'on répond, mais même des pays qui maintenant n'auront plus accès à leur pétrole. On parle souvent de la Chine et d'autres. Ça peut vraiment lancer cette guerre dans une nouvelle dimension. Cette étape 3, c'est vraiment le cadre d'un conflit qui est pas sous la forme d'un conflit actif de partout, mais qui est du coup mondial. Et ce qui est vraiment troublant, c'est hier, on vous a montré, c'était, je crois, un article de Middle East Eye qui vous révélait que du côté de certains pays, des Émirats, l'Arabie Saoudite et certains pays du Golfe, on était prêts, on était tout proche de se dire, OK, on n'a pas d'autre choix. Hein, eux le vivent comme ça, on n'a pas d'autre choix. On va soutenir la guerre américano-israélienne contre l'Iran. Et regardez, c'était il y a 1 heure de cela, 2 heures de cela, cette série de messages qui vont dans le terme de cette escalade qui sont juste à côté, qui sont mis en avant par le conseiller, hein, on va voir, je ne voudrais pas me tromper, c'est le conseiller du président des Émirats arabes unis. Donc vous avez le tweet. J'ai préféré évidemment vous mettre, c'est une journaliste qui est sur le terrain, la traduction en expliquant que du côté des Émirats arabes unis, on considère que ce qu'est en train de faire, avant même que ça soit intensifié suite à l'ultimatum de Trump, ce qu'est en train de faire, c'est que les attaques de l'Iran contre tous ces pays sont en train de remettre à zéro la question de la sécurité dans le Golfe et que donc la priorité désormais de ces pays-là, et en disant est-ce que vous avez bien réfléchi Téhéran, c'est de s'unir avec les Américains contre vous. Hein, c'est une manière de dire aux Iraniens, on n'utilise pas le terme d'ultimatum, on ne parle pas de déclaration de guerre, mais sur le fond, c'est exactement ça. En disant, ben voilà, vous allez nous attaquer, ben on est prêt désormais à vous répondre et nous, on va faire pareil. Donc, c'est vraiment toute cette zone qui va s'enflammer. Peut-être que la porte de sortie, Thomas, on va aller voir la une de Drudge, on ne va pas rentrer dans le détail du sondage, comme je vous l'ai dit, mais dans cette une de Drudge, c'est ce rapport. Déjà, les 2 points en dessous démontrent l'arrivée dans cette étape 3 qui est celle des dégâts, de la destruction. Hein. Vous voyez que hier, on vous en parlait de cette frappe. En fait, elle était juste à côté d'un centre de recherche nucléaire en réponse à des frappes israéliennes sur un centre nucléaire iranien. Donc, en vous expliquant que 92% des Américains veulent que cette guerre s'arrête le plus rapidement possible. Dans le même esprit, regardez cet influenceur MAGA qui, hier, a publié ce message en réponse à Donald Trump en disant, voilà, maintenant, c'est trop, hein, j'ai toujours été derrière Donald Trump, mais là, on nous parle de crimes de guerre, on nous parle d'une région qui prend feu. On est en train de voir, on dit ça, non seulement il peut être impeach, c'est une réalité aussi, il pourrait être impeach par rapport à ses actions. Il souhaitait d'ailleurs que George W. Bush soit impeach pour ses actions contre l'Irak. C'est vrai. C'est la même chose qu'on va pouvoir dire dès les élections du 3 novembre prochain. On sera là en direct de dire, ben voilà, il faut impeach Donald Trump par rapport à ce qu'il est en train de faire en disant c'est soit ça, soit c'est d'utiliser l'amendement, l'article 25 qui fait que son propre cabinet peut le mettre dehors. On entend beaucoup parler de la haie, etc., etc. Et donc, pourquoi je vous montre ça, hein, c'est pas un phénomène isolé, c'est parce que c'est la seule solution, à mon avis, pour que Trump évite encore cette escalade, de se dire le peuple américain
ne me le pardonnera pas, y compris ma base. Parce que de l'autre côté, les gens qui ont de l'influence sur lui sont all-in, pas dans le bon sens, sont all-in, complètement à fond, dans l'idée que c'est bon, maintenant, on est à la prochaine étape pour compléter la mission. Il faut envoyer des troupes sur le terrain. Au minimum, il faut organiser un blocus naval de l'île de Farg. Écoutez ce matin ce que dit Lindsey Graham. Je vous ai montré l'influence de Lindsey Graham. Ce que dit Lindsey Graham, la comparaison entre Farg et la comparaison historique, Cody va nous en parler tout de suite après, que fait Lindsey Graham, c'est terrifiant. Vas-y Thomas. Graham has been obliterated, and they're running out of money. So here's what I tell President Trump. Keep it up for a few more weeks. Take Carg Island, where all of the resources they have to produce oil. Control that island. Let this regime die on a vine. Is this going to, though, take Carg Island? Is it going to involve U.S. troops on the ground? Let me just read you something from The Atlantic. Does an assessment on that. They say U.S. troops may well take Carg Island. We believe their ability to do so, but only to endure ballistic missile strikes, drone attacks, petrochemical smoke, all without a reliable means of obtaining logistical support. The result could be a grinding war of attrition. They talk about how far away they would be from resupply. I'm sort of tired of all this armchair quarterbacking. This has been an amazing military operation. God bless the fallen. But it's a difference when we talk about troops on the ground. I trust the Marines, not that guy. I trust DOD. We got 2 Marine expeditionary units sailing to this island. We did Iwo Jima. We can do this. The Marines, my money is always on the Marines. I don't know if you take the island or you blockade the island, but I know this. The day we control that island, this regime, this terrorist regime, has been weakened. It will die on a vine. And here's what I want to do. I want to get with Chris. I want to sprint to peace. As the war winds down, I want peace to ramp up. The reason we don't have Saudi Arabia and Israel making peace is... Voilà, donc des fois, je suis assez fier et heureux pour vous, pour toute la communauté, lorsque on a la confirmation d'informations qu'on vous a données ici, mais pas évidemment quand je regarde cette vidéo, parce que c'est toute la confirmation de notre émission d'hier avec tous ces plans d'invasion de l'île de Carg. On va en revenir. Thomas vous a mis la carte, et le fait que on nous parle de blocus naval. On vous expliquait pourquoi les généraux, et c'est le problème lorsqu'on donne peut-être des questions de guerre à des gens qui sont là que pour des raisons politiques, et puis avec des agendas derrière qui sont extrêmement troublants. Je vous avais montré cette vidéo dans les années 2015 où déjà Lindsey Graham souhaitait des interventions américaines du côté de l'Iran, donc c'est rien de nouveau. Son lobbying intensif près de Trump, l'influence d'Israël sur les décisions et la propagande de Lindsey Graham. Je vous rappelle, si vous n'avez pas vu cet extraordinaire sujet sur comment il a manipulé Trump, que lui-même avouait faire des allers-retours. C'était devenu une blague du côté d'Israël. On se demandait si Graham avait demandé l'asile du côté d'Israël et s'était installé du côté israélien, parce qu'il allait en permanence où il disait, ben voilà, non seulement c'était pour donner des informations et pour coacher Netanyahou pour qu'il puisse convaincre Donald Trump, ce qui déjà était complètement scandaleux, mais de dire, en plus de ça, ça me permettait que les services de renseignement israéliens me donnent des informations que même les Américains n'avaient pas, pour après les utiliser pour aller convaincre Donald Trump de déclencher, il y a 4 semaines maintenant, on rentre dans la 4e semaine, cette véritable guerre où on est à moins de 24 heures. Évidemment, demain, on sera en direct. Ça va être une édition spéciale Breaking News, c'est certain, pour la fin de cet ultimatum. On va être en direct. Il n'y a pas d'autre. Malheureusement, j'aurais aimé qu'on parle d'autre chose, mais ça sera le cas. Et donc, de savoir que ces personnes-là ont toujours cette influence et qui expliquent qu'on va soit faire un blocus, soit débarquer, alors que hier,
On vous a expliqué pourquoi c'est un plan qui a été refusé en 1979 par Carter et son état-major. On vous a expliqué avec des généraux américains, dont l'ancien patron de CENTCOM, pas CENTCOM il y a 20 ans, 30 ans, parce qu'on pourrait dire, ouais, mais Carter, là, les technologies ont évolué, je veux bien l'entendre, depuis 1979. Le patron du CENTCOM jusqu'en 2019. Et qui disait non mais c'est une folie, c'est trop proche des côtes, le blocus c'est absolument pas possible parce qu'on va se faire bombarder en permanence et débarquer c'est mettre en péril non seulement cette zone-là, créer, on n'en a même pas parlé, le potentiel d'une catastrophe écologique si l'île explose avec cette quantité de pétrole, imaginez ce que ça veut dire, et en plus de mettre en danger les 1000 ou 1500 soldats américains qui devront rester en permanence sur cette île-là. Et maintenant, nouveau degré dans l'escalade, c'est, Cody, tu vas nous en parler, lorsqu'il compare, il dit non mais de toute façon, tous les experts qui nous disent que ça se fait pas, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Moi, je fais confiance aux US Marines. Après tout, ils ont pris Iwo Jima. Ils peuvent faire pareil. Est-ce que tu peux nous parler, Cody, de Iwo Jima, s'il te plaît? Oui, donc regardez la photo, c'est l'île de Kharg. Je vais vous demander de garder cette île en tête, une île quasiment plate, sauf quelques montagnes. Regardez cette photo et je vais vous montrer 2 photos de Iwo Jima d'aujourd'hui. Donc on va voir que c'est... Quand vous regardez, c'est quasiment la même chose. Une toute petite île qui est quasiment toute plate, sauf pour un endroit où il y a des montagnes. Une autre chose qu'il faut noter, c'est qu'il y a énormément de grottes sur Iwo Jima. Alors Iwo Jima, il faut que tu commences à préciser parce que c'est clair pour nous. La bataille d'Iwo Jima, c'est... Pendant le cadre de la Seconde Guerre mondiale, les Américains contre les Japonais vers la fin de la guerre, c'est en 1945. Ouais, donc c'est dans le Pacifique. C'est vrai qu'on en parle très peu en France de la guerre dans le Pacifique. Donc vas-y, je te laisse parler. Oui, c'était le 19 février jusqu'au 26 mars en 1945. Donc quand on parle de cette bataille-là, c'est quelque chose qui a pris énormément de temps. Donc déjà, c'était 5 semaines pour prendre cette toute petite île qui n'était pas à 20 km du Japon derrière, parce que c'est ça la réalité, c'est que l'Iran est à 20 km. Donc là, vous voyez, j'ai pris quelques photos de cette bataille. Il y a une photo que vous allez tous reconnaître, mais on va voir quelques photos de ces batailles. Ensuite, on va parler de ce bilan humain. Ouais. Parce que vous voyez ces images, c'est que vu qu'il n'y a rien, c'est juste, on va envoyer de plus en plus de troupes sur les plages en espérant qu'ils vont atteindre. Donc c'est comme... Et ce sont des Marines, là, les soldats qui vont arriver à Exactement. partir de la fin de la semaine. Cette semaine. Qui doivent sprinter à travers des champs pour essayer d'aller prendre une colline. Quand vous pensez au débarquement de D-Day, c'est un peu ça, sauf que toute l'île est plate. Donc c'est pas OK, il y a 100 mètres à faire. Non, c'est toute l'île est plate pour ces soldats. Et donc il y a cette photo très très connue des États-Unis qui est quand il y a eu cette victoire américaine de ce drapeau qui est mis en avant, qui est maintenant le symbole. Et donc quand on parle de Iwo Jima, on pense à cette photo-là, mais on ne pense pas au bilan américain et même le bilan japonais. Donc on va parler. Il y avait 70 000 Marines qui ont fait partie de ce combat. Là, on va envoyer 5 000 Marines. Et il y avait à peu près 18 000 soldats japonais. Pendant ces 5 semaines, il y a eu quasiment 7 000 Marines qui ont été tués. 7 000 qui ont été quasiment tués. Et plus de 19 000 qui ont été blessés. Plus de 2600 qui ont été blessés avec des blessures mentales qui n'ont pas pu continuer la guerre. Donc, on est sur un bilan de presque 30 000, ce qu'on appelle les casualties. Donc, soit les morts, soit les blessés du côté américain. Et du côté japonais, des 18 000, il n'y a que 216 qui ont été capturés. Les autres sont morts. Ouais, donc, beaucoup se sont suicidés aussi. Donc voilà, donc c'est un terrible bilan humain. Et quand on voit qu'aujourd'hui, on utilise Iwo Jima comme référence, évidemment, c'est pas la même, c'est pas défendu par l'armée, il n'y a pas de montagne, etc., etc. Mais je trouve que c'est un parallèle qui est troublant. Oui, et il y a un autre bout historique. La dernière photo, il y a énormément de débats après en se demandant si c'était vraiment la bonne chose à faire, en disant qu'il y a eu une énorme peur après, en disant OK, donc on peut pas envahir
le Japon, donc vous prenez le parallèle, et même il y a plusieurs vraiment hauts gradés qui disaient ça servait pas à grand chose d'aller prendre cette île. Et aujourd'hui, on est dans cette même situation où on a des hauts gradés qui nous disent de prendre cette île, ça va être un massacre, et peut-être ça nous sert pas à grand chose pour le combat en soi. Oui, et puis le dernier parallèle, il faut savoir que la bataille d'Iwo Jima, c'est aussi ce qui a convaincu l'état-major américain de MacArthur au président des États-Unis, Truman, exactement, à se dire que on ne pouvait pas aller envahir le Japon. Et donc, on va utiliser quoi ? On va utiliser la bombe atomique. Oui. Voilà, c'est ce genre d'argument. Je vous invite, si vous ne les avez pas encore vus, et je ne sais pas si c'est votre cas tous les deux, dans ce cas-là, on pourrait se les revoir très bientôt. C'est ce diptyque réalisé par Clint Eastwood en 2006, où il a fait 2 films sur le sujet. Le premier, c'est Flags of Our Fathers, et le deuxième, c'est Letters from Iwo Jima, où il a raconté la même histoire. C'est très intéressant, mais raconté du point de vue américain et l'autre raconté du point de vue japonais. C'est une expérience extrêmement rare. C'est pas les films les plus faciles à regarder, soyons clairs, mais avec à chaque fois un casting extraordinaire, et entre autres, je pense que du côté du film japonais, c'est cet extraordinaire acteur Ken Watanabe qui était dans le dernier Samouraï, je crois. Mais bon, on s'égare. Mais en tout cas, voilà le dernier thème mis en avant par Lindsey Graham. Excusez-moi, j'essaye de me souvenir du nom. Et donc, on arrive à la fin, on est à moins de 24 heures donc, de cet ultimatum. L'idée derrière ça, c'est de se dire, c'est l'argument principal, encore que du côté de Graham, il n'est plus utilisé comme ça, ce qui est intéressant, il commence à avoir un changement. Trump, dans son message, on l'a vu, il dit, ben voilà, l'enjeu maintenant, c'est Hormuz. L'enjeu, c'est Hormuz. Évidemment, c'est la circulation du pétrole. Dans ce cadre-là, on vous menace de détruire tout votre système électrique, votre grid. Du côté de Graham, c'est de se dire non, mais il y a une autre manière de mettre de la pression, c'est de ruiner le régime en venant prendre le contrôle de Karg. Donc, c'est deux approches pour créer, excusez-moi, j'ai quelque chose dans l'œil, pour créer le même résultat. Mais on va voir ces 2 tweets justement sur Hormuz et d'expliquer peut-être d'un seul sur cette fameuse doctrine. Alors j'ai apprécié ce message, il a attiré mon attention parce que si vous en souvenez, lorsqu'on a fait cette émission où on vous a présenté le rapport en 2010 qui raconte tout ce que nous sommes en train de vivre, il mettait en avant comment la doctrine iranienne avait changé à partir du 11 septembre 2001 et comment ils avaient tout organisé par rapport à ça. Et il y avait dans ce rapport américain, disponible à Washington, disponible dans tous les États-Unis d'ailleurs, il y avait le fait que, en plus de stratégie militaire, il y avait derrière cette doctrine en disant les Iraniens ne voient pas le combat de la même manière que nous, ne voient pas la victoire de la même manière que nous, ne voient pas la défaite de la même manière que nous, et que sous pression, c'était écrit dans ce rapport de 2017, et c'est ce que c'est un expert du Moyen-Orient. Il dit voilà, sous la pression, l'Iran, c'est sa doctrine, a plus de chances de faire escalader la situation au lieu de concéder une victoire. Et donc, il dit, même si on vient prendre Karg Island, les Iraniens ne céderont pas sur le détroit de Hormuz parce qu'il y a l'île de Karg qui est prise. Donc, il dit, c'est le contraire. Il dit, on va sur une
sur une escalade en expliquant qu'il n'y a pas de solution facile. Thomas, toi qui te demandais c'était quoi la solution, on dit il n'y a pas de solution facile parce que d'une manière ou d'une autre, le véritable joyau stratégique de l'Iran, c'est pas Karg, c'est Hormuz. Et que donc, d'une manière ou d'une autre, ils vont tout faire jusqu'à l'extinction pour leur survie. Et c'est ce que dit Trump. Hein. Il dit, voilà, on va tous les éradiquer. En gros, c'est ce qu'il explique. Entre autres dans son interview téléphonique de ce soir avec cette émission israélienne. Et le message dit, regardez donc, quand il veut dire « Total Dissemination of Iran », et c'est en réponse à une question pas sur Karg, sur le détroit de Hormuz. Et justement, si on revient dans cette analyse que nous étions en train de voir, la dernière phrase de cet expert qui est de dire que si l'objectif stratégique, c'est de réouvrir le détroit, on parle maintenant de policy makers, donc les chefs de gouvernement vont devoir reconnaître le coût d'un conflit à long terme parce que c'est ce qui va se passer avec des réponses contre l'infrastructure des pays du Golfe. C'est vraiment tout ce qui est en train de s'annoncer. C'est tout ce qui s'annonce et regardez le nombre de sources différentes qui nous disent que ça va se passer comme ça. Des gens qui ont étudié l'histoire comme Robert Pape, des gens qui représentent le pays d'Iran, des gens qui conseillent Trump aux États-Unis. On a vraiment tout le monde, c'est ce que tu disais au début, a l'impression de voir cet accident se passer au ralenti. Et à la place, Trump écoute des warhawks complets comme Lindsey Graham. Exactement. Et donc, peu à peu, on rentre dans cette 4e semaine de conflit, on se rend compte de quoi ? Que, évidemment, on le sait, et ça sera un des points, j'espère que demain on pourra repartir sur ce sondage, le fait que les objectifs avoués des États-Unis dans cette opération, personne ne les connaît vraiment. On a eu tout et son contraire. Regardez comment, pour parler de deux choses qui sont exactement la même, Graham et Trump parlent de deux objectifs différents. Un, reprendre le contrôle de Hormuz, l'autre, faire tomber le pays parce qu'on les tiendra en otage avec ce qui sera notre manière de négocier avec eux. On détiendra Karg. Et la réalité, c'est que à mesure que ce conflit s'installe, s'intensifie, mais change de nature aussi, rappelez-vous les premiers jours avec ces frappes incessantes, là on est vraiment parti sur autre chose. On se rend compte que, peut-être, la véritable histoire, c'est le pétrole. Hormuz, le pétrole, c'est la chute. Trump, Iran, objectif pétrole.